Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na dnešním večeru měsíce autorského čtení. Dnešním hostem je francouzská spisovatelka, která je původem z Nice, ovšem již 2 roky žije v Praze, Claire Legendre. Tato autorka se k psaní dostala díky svým rodičům, kteří oba byli literáti, její tatínek byl ředitelem divadla a maminka učitelka. Poprvé hrála v divadelní hře ve svých 6 letech, své romány začala psát během střední školy. První román, ze kterého dnes uvidíte úryvek, se jmenuje Making of a vyšel v roce 1998. Následovalo dalších 5 románů, poslední, Écorché vif, vyšel minulý rok. Také z něj uvidíme dneska úryvek. Jinak spisovatelka píše krátké povídky, básně a scénáře. Prosím, přivítejte Claire Legendre. Dobrý večer. Alors, j'écris des romans, donc je vous ai apporté 3 textes, 3 extraits. Píšu romány a přivezla jsem vám na ukázku 3 úryvky. Le premier extrait, c'est mon dernier roman en date, c'est L'Écorché vive. První ukázka je z mého posledního románu L'Écorché vif. Donc, qui est sorti l'année dernière et qui est inspiré d'un progrès de la science qui est la greffe de visage. La première greffe totale de visage a été réalisée la semaine dernière en France. Je to román, který je inspirovaný transplantacemi obličeje. Transplantace obličeje, ty první se odehrávaly ve Francii a poslední z nich se konala minulý týden. Et au moment où j'ai écrit ce livre, donc, l'idée d'une jeune femme monstrueuse, c'est-à-dire qui est née déformée et qui pourrait avoir une apparence normale grâce à une greffe totale du visage, c'était encore de la science-fiction. A tento román má ukázat pokrok vědy a techniky tím, jak může se změnit život lidem, kteří se narodili s deformovanou tváří. Základem tohoto románu je příběh dívky, která se takto narodila znetvořená a díky transplantaci celého obličeje bude moci jednou prožít normální život. Donc pour moi, le but dans ce roman, c'était d'avoir un personnage qui ait 2 visages différents. Son visage du début, c'est un visage monstrueux, et son visage après la greffe, c'est un visage, entre guillemets, normal. Základem mého románu tedy bylo mít hlavního hrdinu, který je nějak odlišný, jehož tvář není normální. Na začátku se narodí jako zrůda, ovšem ke konci románu se jeho tvář změní a je v uvozovkách již normální. Alors je vais vous lire les 2 premiers chapitres de L'Écorché vive. Donc le premier chapitre où Barbara a un visage méconnaissable, un visage non pas normal mais banal, et puis le second où on la voit enfant. Přečtu vám první 2 kapitoly z tohoto románu. V první ukázce se setkáváme s Barbarou, která má znetvořený obličej, a v druhé části se dostáváme k jejímu dětství. Paulette. Ça ressemble moins à un visage qu'aux entrailles démêlées d'une souris de dissection. Les angles irréguliers semblent avoir été poncés puis vernis. Par endroits, des traces de poudre semblent croûter. C'est une tache rouge presque ronde, trouée de 2 yeux sombres écroulés en accents circonflexes au-dessus du nez. Le front s'adosse à la courbe des sourcils qui va bientôt craquer. La bouche fut peut-être gourmande, mais il n'en reste qu'une moue honteuse, et la lèvre supérieure, fendue en son centre, réprime le souvenir d'une sensualité défunte. Le menton s'esquive entre 2 bajoux gonflés comme à l'hélium, les yeux gémissent. Barbara s'est assise sur une banquette entre 2 petites filles épuisées. François l'a cherchée au milieu des visiteurs. Elle ne serait pas partie sans rien dire quand même. Il a regardé les tableaux d'un œil distrait.
Où est-ce qu'elle est passée? Puis finalement, dans la dernière salle, « Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne va pas ?» Je commençais à m'inquiéter. Elle ne voulait pas aller à l'exposition Soutine. C'est François qui a insisté. Il ne connaît rien à l'art et elle avait prévu qu'il détesterait Soutine. Puis finalement, non, il aime bien. Du moins, c'est ce qu'il dit. Il est un peu gêné d'avoir à la consoler maintenant qu'elle s'est bêtement mise à pleurer dans la petite salle du fond. Elle aimerait peut-être boire un chocolat chaud pour se requinquer. Elle pourrait lui expliquer d'où vient cette émotion soudaine. Barbara, d'habitude, est d'une humeur égale, pas chochotte pour dessous. Pas le genre à se pâmer devant un film ou un tableau. Même au cinéma, elle ne pleure pas. C'est un roc. C'est ce qu'il lui disait au début, tu es un roc. Un jour qu'ils avaient croisé un mendiant cul-de-jatte dans la rue et qu'elle avait refusé de lui donner 1 centime parce qu'elle avait lu dans le journal que ces gens-là ont des souteneurs comme les putes qui les choisissent spécialement pitoyables histoire de rapporter plus. Tu es un roc, et il était retourné donner une pièce au mendiant. Même s'il a un souteneur, ça n'empêche pas qu'il est misérable, tu ne crois pas? Barbara préférerait un café et parler d'autre chose. C'était une mauvaise idée cette exposition, et se mettre à pleurer devant Paulette 1924, une idiotie qu'elle ne se pardonne pas. Ce n'est rien vraiment, ça ne s'explique pas. Elle avait presque oublié Soutine. Elle aurait mieux fait de le laisser au placard dans une case retranchée du cerveau. Il faudrait acheter un hibiscus pour mettre sur le bord de la fenêtre, ça égayerait, et se lever tôt le matin pour aller courir. Il y a un parc en face de l'immeuble, il faut en profiter. Il pourrait aussi inviter les collègues pour une crémaillère, à défaut d'amis, les collègues, mieux que rien. François s'étonne, je croyais que tu les détestais. Au contraire, dit Barbara, ce sont elles qui me détestent. Au travail, François avait un certain succès auprès des filles. Quand il a commencé à sortir avec Barbara, elles ont cristallisé leur déception en vitupérant contre cette intrigante de maquettiste qui tentait de s'élever socialement en sortant avec un ingénieur. Elle n'a rien de plus que les autres, une grande brune un peu athlétique qui dit à peine bonjour et lève tout juste le nez de son écran quand vous lui adressez la parole. Pas brillante, pas même jolie, pourquoi fallait-il que François s'intéresse à elle? Tu as vu comme je progresse, dit Barbara, maintenant j'arrive à leur sourire. Depuis qu'ils ont emménagé ensemble, les collègues ont changé leur jalousie en curiosité. À la photocopieuse, les filles demandent si François sait faire la cuisine. Barbara dit que François sait tout faire, et les filles se mordent les lèvres d'excitation. Tu ne devrais pas leur dire ça, c'est de la provocation, s'amuse François. Ils continuent à se retrouver tous les jours à 16h à la machine à café, comme au début. Elle ne saura jamais pourquoi, un jour, François n'a plus pu supporter que la grande brune du 2e étage s'absorbe dans la contemplation d'un paysage absurde en tournant le dos à tout le monde. Il est venu lui demander ce qu'elle pouvait bien trouver au toit d'en face pour le regarder ainsi fixement 10 minutes par jour. Elle a répondu qu'il lui évitait seulement de se mêler aux autres. François a ri, et il est venu ensuite, chaque jour, contempler le toit d'en face avec elle. Puis, ils se sont donné des rendez-vous, et les collègues ont commencé à jaser. Tous les jours, Barbara se levait pleine d'espoir et travaillait avec entrain jusqu'à l'heure fatidique du café. Elle enchaînait les mises en page et les corrections couleurs sans broncher, dopée par la promesse du rendez-vous quotidien qui viendrait égayer sa journée. Elle avait bien remarqué François, le beau blond du 4e, sur qui roulaient toutes les conversations, mais elle n'avait jamais cherché à lui plaire et elle n'en revenait pas. Chaque jour lui donnait de nouvelles raisons d'espérer. Elle le racontait à sa mère le soir au téléphone. « Je te jure, il n'est pas seulement beau, il s'intéresse à tout. Il est sportif, ses yeux sont d'un vert transparent. » La mère disait « C'est un conte de fées ». Elle avait redouté le moment de faire l'amour parce qu'elle imaginait que François avait connu beaucoup de femmes et l'idée de leur être comparée était désagréable. Elle avait mis du temps à oublier le fantôme entêtant des autres femmes. Parfois, elle se disait qu'elle aurait préféré un homme moins séduisant. Maintenant qu'elle le connaît bien, elle se détend un peu. François n'a rien du Don Juan fantasmé par les collègues. Elle a pris confiance. Elle craint encore, par moments, de ne pas arriver à s'abandonner, à surmonter la crispation de la rencontre, mais elle ne se laisse plus submerger par l'angoisse. Elle le regarde, elle se concentre sur lui, et finalement, elle se laisse surprendre. Elle a une conscience aiguë du miracle. Il dit qu'elle a quelque chose de japonais dans les yeux, dans le maintien. C'est aussi ce rouge à lèvres qui tranche avec les cheveux bruns et la pâleur du visage. Il dit qu'elle sent la cannelle, qu'il a l'impression, en l'embrassant,
de manger une tarte aux pommes. Elle ne dit rien, mais au fond, elle s'émerveille chaque fois. François doit le sentir dans son regard de reconnaissance qui filtre malgré elle après l'amour, et c'est sûrement ce qu'il aime le plus, sans doute que lui aussi redoute chaque fois de ne pas accomplir le miracle. Barbara a entrepris de faire le portrait de François, à la sanguine, au fusain, mais elle multiplie les croquis, elle n'est jamais satisfaite. Elle lui dit « Ne bouge pas !» et il fait l'enfant, il grimace, il demande toujours à voir avant que ce soit fini. Il dit « Tu ne vas pas me faire un truc à la soutine, hein, parce que je refuse d'accrocher ça dans le salon, je te préviens. » Début. Je suis une femme seule et mon enfant est handicapé. Elle connaissait ça par cœur, la mère de Barbara, et le ton approprié. Révoltée d'abord, la force de façade, la revendication, et puis fondre en larmes, expliquer que la malformation n'est pas une maladie. Si vous saviez comme les gens sont méchants, montrer les photographies, apitoyer l'interlocuteur qui finirait par craquer pourvu qu'on s'en aille, et qu'on n'oublie pas surtout de ramasser les photographies. Le soir, il pourrait le raconter à ses enfants, à sa femme. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose. Les qualificatifs oscillaient de atroce à insupportable, et l'on n'évitait presque jamais monstrueux. À l'école, il avait fallu prévenir les enfants, et surtout leurs parents. On en avait appelé à l'humanité, humanisme presque humanitaire. On ne peut pas refuser les handicapés. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. La vocation de l'école publique. Il y avait eu quelques départs en début d'année. Les gens expliquaient que leur enfant était rentré de l'école en pleurant, n'avait pas dormi de la nuit, fait des cauchemars. On ne pouvait pas imposer cette torture à un petit de 3 ans. Non, désolé, on va le mettre dans le privé. Ceux qui restaient regardaient furtivement. La mère de Barbara s'en était aperçue dès le premier matin, les yeux des gens sur elle qui tournaient si vite. Sur la mère non plus, on ne s'attardait pas. On réajustait le dégoût en pitié, la peur en compassion. Ils s'y feront, disait-elle, mais elle savait bien qu'on ne s'y fait pas, elle-même, chaque matin. On aurait voulu mettre Barbara dans un établissement spécialisé, mais le pédopsychiatre était formel, elle ne souffrait d'aucun trouble, ni mécanique, ni mental. Elle était très sociable, elle parlait plutôt bien, en dépit de sa bouche dissymétrique. Elle était même assez avancée pour son âge, très autonome et relativement gaie vu les circonstances. C'était seulement son visage. Le premier matin, ça avait été des crises de larmes devant la porte de l'école et encore à l'intérieur. Les enfants criaient, se cachaient dans les jupes de leur mère. Barbara ne pleurait pas. L'école était pour elle une chance, un combat gagné de haute lutte. Elle y allait de bon cœur. Sa mère, c'était moins facile. Elle retenait ses larmes en voyant pleurer les autres. Et l'institutrice la rassurait. « C'est normal, vous savez, chaque année, les enfants pleurent. Ils ont peur de quitter leurs parents. » Barbara s'appliquait à consoler ses camarades, et plus elle les consolait, plus ils pleuraient. À 3 ans, Barbara savait que c'était elle qui suscitait ses larmes. Elle sentait confusément que les larmes de ses camarades se nourrissaient d'une répugnance, d'une peur panique à son contact. Elle allait vers eux comme pour leur dire « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal, ce n'est pas contagieux. » C'est ce qu'on avait expliqué aux enfants en premier, ce n'est pas contagieux. Et puis Barbara avait ri et la maîtresse avait dit aux enfants « Vous voyez, Barbara n'est pas malheureuse, la seule chose qui peut la rendre triste, c'est si vous ne voulez pas jouer avec elle. » Et le soir, en rentrant, la maîtresse aussi avait pleuré. On avait embauché une jeune fille qui était censée s'occuper de Barbara, veiller à son intégration dans l'école, la porter au bras ou l'accompagner aux toilettes. Mais très vite, on comprit que Barbara n'aurait pas besoin d'aide. Elle n'avait de handicap ni moteur ni mental. Son handicap, c'était les autres. C'était des autres que la jeune éducatrice s'occupait la plupart du temps, le problème des autres avec Barbara. Les crises de larmes, les cauchemars au dortoir, les plaintes des parents, on avait pris le risque pour sauver un enfant d'en traumatiser toute une génération. Pas une classe à l'école qui n'ait eu droit à son petit débat sur Barbara. En une semaine, elle était devenue l'attraction de l'école. Dans la cour, on la montrait du doigt, on lui tournait autour, on l'épiait de loin. On se demandait si elle allait vivre et comment elle allait vivre, si elle était née normalement, si elle aurait un mari plus tard, s'il serait comme elle ou s'il se trouverait un homme normal, assez fou,
assez tordue pour l'aimer. Si on allait la soigner, si ça se soignait. Au rectorat aussi, Barbara était célèbre. On avait reçu une vingtaine de courriers la première semaine, des courriers polis, désolés, hypocrites ou injurieux, des courriers de parents, d'instituteurs, de femmes de ménage, de surveillants de cantine qui voulaient changer d'établissement, de classe ou d'emploi du temps, histoire de ne plus avoir à croiser Barbara. Certaines requêtes étaient accompagnées de certificats médicaux. Un psychiatre assurait que sa patiente souffrait d'une dépression réactivée par la vue du handicap physique. Un généraliste déconseillait à une aide maternelle de monter les escaliers et demandait qu'on l'affecte à une classe du rez-de-chaussée. C'était étrange, trouvait-on au rectorat, la capacité qu'avait une enfant malade à faire émerger les maladies des autres. On dépouilla les lettres en ricanant et on classa les dossiers. Il est vrai qu'au rectorat, on n'avait jamais vu Barbara. La mère de Barbara avait pu commencer à travailler et comme se moque de lui en disant tu es sorti avec Barbara. A všichni hoši se tomu chlapci posmívají, protože chodí s Barbarou. Alors, à la cantine, le garçon va voir Barbara et lui demande de démentir publiquement qu'ils ont flirt. Takže chlapec se odhodlá a jde za Barbarou jí požádat, aby veřejně oznámila, že spolu nechodí. Et donc, en sortant de cet épisode un petit peu difficile pour elle, elle croise un professeur de biologie qui s'appelle Monsieur Dont et qui va lui expliquer ce que c'est que la monstruosité. A když odchází z tohoto veřejného vystoupení, setká se se svým profesorem biologie, který jí vysvětlí, co ve skutečnosti znamená být příšerný. Vous savez, c'est assez banal comme situation, commença Monsieur Dont, qui devait être le seul prof du collège à persister dans le vouvoiement. Barbara demanda un Kleenex, se moucha bruyamment, puis balbutia le mot « monstre ». Ils disent que je suis un monstre. Monsieur Dont aborda le problème en scientifique. Vous savez ce que c'est qu'un monstre? On va regarder dans le dictionnaire, vous allez voir. Monstre, être vivant de conformation anormale par excès, défaut ou position anormale de certaines parties de l'organisme. Moi, par exemple, j'ai 3 reins. Vous voyez, je suis aussi un monstre, mais ça ne se voit pas. Chacun a sa part monstrueuse. Certains ont des grains de beauté mal placés, des taches de rousseur, une pilosité trop ou trop peu développée. Certains ont les yeux vairons, d'autres sont albinos. Certains développent des varices, des hémorroïdes. Barbara ne put s'empêcher de sourire. Certains ont 6 doigts de pied. Et ceux qui ont l'air normal, c'est souvent par leur comportement qu'ils sont monstrueux. Il faut que vous compreniez ça. Le monstre, c'est la norme. Puisque nous sommes tous différents, nous avons tous des signes particuliers. Barbara eut un faible rictus, elle percevait la commisération derrière les bons sentiments. Monsieur Dont ne se découragea pas, il en allait de sa crédibilité. Il ne se laisserait pas opposer la maladresse, la pitié que lui inspirait Barbara. Il sauverait cette gosse, qu'elle le veuille ou non. Ce sont les pires, ceux dont l'apparence est normale et dont le comportement dévie. Ça vient de leur psychisme qui a été, pour ainsi dire, mal formé, complexe d'infériorité, de supériorité, d'Oedipe, de castration. Là encore, sourire de Barbara, première manche gagnée, s'il fallait recourir au sexe ou à la scatologie, peu importe, Monsieur Dont voulait bien pour une fois se compromettre en démagogie, pourvu qu'il l'emporte. Vous pourriez vous amuser à en faire la liste, à rechercher chez ceux qui vous offensent la déformation psychique qui les pousse à vous persécuter. Chez certains, vous trouverez des failles physiques et psychiques. Vous pourrez les leur pointer ou, si vous êtes suffisamment solide, vous les garderez pour vous. Mais ne vous sentez pas coupable si vous êtes parfois amené à répondre à une attaque par une mesquinerie. Cela arrive aux plus sages d'entre nous. Barbara imaginait un groupe de vieux messieurs barbus très respectables se lancer des invectives de Chartier. Ce grand dadais qui vous ennuie, rétorquez-lui ses oreilles décollées et son acné juvénile. Je suis sûre qu'il ne fera pas le fier et que ses amis vous applaudiront. Vous savez, ce sont des adolescents. Ils sont aussi fragiles que vous. Et ils ne sont pas rompus comme vous à lutter contre la méchanceté. Ils sont fébriles, vous n'imaginez pas. Terriblement vulnérables sur le point de leur physique. Et c'est compréhensible.
Ils sortent d'une enfance où leur mère leur a répété tous les jours qu'ils étaient les plus beaux du monde. Cela n'avait jamais effleuré Barbara que les mères flattaient ainsi leur enfant, qu'ils étaient la clé de voûte de l'orgueil et de la faiblesse, de la dépendance aux yeux des autres. Et tout à coup, avec l'adolescence, ils prennent 10 cm en un an, se retrouvent disproportionnés, poilus, boutonneux, oreilles au vent et nez luisants, et surtout cet air ahuri qui tente de se donner une contenance à tout prix. Je vous assure que cet état d'adolescent normal n'est pas du tout confortable. Le ciel leur tombe sur le coin de la gueule. Barbara souriait de nouveau. Un beau matin, en se regardant dans la glace, quand ils s'aperçoivent qu'il ne reste plus rien de la grâce enfantine qui les rendait si touchants aux yeux de leur mère. Les garçons muent lentement, les filles se mettent à piailler comme des poissonnières. Elles qui ont toujours été de petits êtres délicieux deviennent du jour au lendemain au mieux des objets de désir, au pire des repoussoirs anxiogènes faisant surenchère de vulgarité dans l'espoir qu'on les remarque. Évidemment, les mères ne s'aventurent plus à décider qui est le plus beau. Bien souvent, elles sont un peu effrayées devant la métamorphose de l'exquise progéniture. Imaginez, vous avez accouché d'un bébé rose qui avait besoin de vous pour l'action la plus élémentaire, vous l'avez embrassé, cajolé, protégé pendant des années, et un beau jour, vous vous retrouvez en face d'un grand dadé dégingandé avec un piercing dans le sourcil, qui crache sur les trottoirs, rote le plus fort possible, et vous hurle « j'ai pas demandé à vivre » dès que vous osez lui suggérer de ranger sa chambre. Il avait fait long, ça sentait le vécu. Barbara éprouva une vive sympathie pour le prof de biologie qui devait fréquenter tous les jours ces énergumènes irrespectueux et stupides. Elle eut un élan de connivence avec l'ensemble du corps enseignant. Les yeux encore humides, elle avait commencé à prendre, en l'écoutant, une petite revanche sur ses camarades. Elle ne les regarderait plus comme avant. Elle se le jurait, de ne pas laisser perdre les paroles de M. Bonte. Elle qui s'interdisait par principe les attaques personnelles parce qu'elle en avait trop souffert, se découvrait une pugnacité nouvelle. Elle pourrait toujours se réfugier là-dedans, lever le lièvre, déceler la faille, le point monstrueux de chacun. Elle comprit que les autres, sans exception, étaient aussi sensibles qu'elle sur le sujet du physique. Elle n'en avait pas pris conscience jusque-là, ça lui sautait aux yeux maintenant. Il était humiliant de s'entendre pointer ses défauts physiques, si banals soient-ils, oreilles décollées, vilaine peau, petite taille ou calvitie naissante pour les garçons, petits seins ou grosses fesses pour les filles. Voilà la contre-attaque qui désamorçait, qui réduisait au néant l'adversaire. Se faire traiter de moche par une fille qu'on appelait monstre, se faire dézinguer par une experte, voilà qui devait faire mal. Barbara commença à faire des listes. Elle y classait ses interlocuteurs. Elle notait pour chacun les défauts physiques, du plus évident au plus imperceptible. Pour les défauts psychiques, comme avait dit M. Bonte, pour les gens qu'elle connaissait mieux. Magdalena était ainsi narcissique, envieuse, perverse, déloyale. Elle avait le nez en patate et les dents grises, la peau qui brillait et les bras trop ronds. Elle resta pourtant la meilleure amie de Barbara. M. Bonte lui-même n'échappa pas à la liste, même si Barbara s'était jurée de ne jamais s'en servir contre lui. Il avait le teint jaune, du ventre, des pellicules dans les cheveux. Il était aussi un peu mégalomane, elle venait d'apprendre le mot, et parfois trop autoritaire. Au fil des mois, le cahier des défauts de Barbara s'enrichit de portraits à l'aquarelle, où chacun était représenté dans toute son abjection physique et psychique. Ce fut le premier vrai projet artistique de Barbara, une sorte de musée des horreurs qu'elle affina peu à peu avec des symboles, des couleurs et de nouveaux arrivants. Barbara alterna les 19 et les 15 en biologie pendant l'année de 4e. À la réunion parents-prof, M. Bonte expliqua à la mère de Barbara les méfaits de la puberté, ses troubles, ses vertiges, et conclut qu'après le passage de ce cap désagréable, Barbara ferait un excellent chercheur en biologie. Barbara s'était prise de passion pour la cellule animale, récoltait toutes les informations qu'elle pouvait trouver sur Internet et dans les encyclopédies, multipliait les schémas, apprenait par cœur le nom et les fonctions des 7 organites qui la composaient. Alors, c'est fini pour l'écorché vif. To je konec ukázek z tohoto románu. Je vais vous lire maintenant un passage, le premier chapitre de mon premier roman. Nyní vám přečtu první kapitolu z mého prvního románu.
c'est un roman qui est paru en 98. Je to román, který vyšel v roce 1998 et qui a été publié à l'époque dans une collection de romans noirs, c'est-à-dire c'est pas vraiment des romans policiers, mais il y a toujours un crime, une énigme et un milieu un peu spécifique, un peu noir. Vyšel v souboru románů zvaných noir, černých románů. To znamená, že to není přímo policejní román, ale přesto je tam nějaký zločin, zápletka, vyvrcholení a odehrává se v prostředí víceméně nehostinném. Donc je m'étais inspirée à l'époque d'un article de journal d'un journaliste qui était allé à New York pour essayer d'interviewer Abel Ferrara. Inspirovala jsem se příběhem jednoho spisovatele, který se vydal do New Yorku, aby udělal interview se známým spisovatelem. C'est un cinéaste new-yorkais qui s'appelle Abel Ferrara. S Abelem Ferrarou. Où Bastien S. dépense beaucoup d'argent dans les taxis jaunes. Je suis à New York depuis hier. La première fois que je mets les pieds ici. C'est le journal qui m'a envoyé. Ou plutôt, c'est moi qui me suis proposée pour le reportage. Je dois interviewer ce type, Cain Schuschein, cinéaste indépendant, méprisé par Hollywood, adulé en Europe. Ça fait 10 ans que les journalistes européens se battent pour le rencontrer, en vain. À chaque fois, ils se font jeter. C'est peut-être pour ça que Schuschein reste un mythe. Il entretient sa légende en refusant de parler. Il me fallait une exclue pour que le journal me signe un contrat à long terme. Quand j'ai prononcé le nom de Schuschein, ils se sont foutus de moi. Un vrai défi. Mais ils ont quand même accepté de me payer l'avion et l'hôtel. J'ai une semaine. J'ai vérifié que Schuschein était bien à New York en ce moment. On m'avait dit que je trouverais son numéro dans l'annuaire de New York. Mort de trouille quand j'ai appelé. Peur de perdre mon anglais en entendant sa voix. Peur de tomber sur une secrétaire guindée qui m'enverrait balader poliment. J'avais traversé l'Atlantique pour le rencontrer et pour prouver à mes collègues que j'étais le plus couillu des journalistes français en activité. Il me fallait ce job. C'est Cain Schuschein qui a décroché. Il a grogné dans un américain à peine compréhensible, quelque chose du genre « Va te faire foutre, connard, je dormais !» Puis, comme j'insistais « Putain, quel genre de connard es-tu, je t'emmerde, va chier !» Et il a raccroché. Je ne crois pas qu'il était vraiment en train de dormir parce qu'il y avait un vacarme inquiétant derrière lui. Une voix de femme qui hurlait, des bruits de moteur, peut-être des caméras en marche, de café en train de se faire, de vaisselle cassée, etc. J'avais lu un article d'un mec qui avait essayé il y a quelques années d'interviewer Schuschein et qui disait que n'importe quelle liste rouge était moins dissuasive que le chaos ambiant dans lequel on avait l'impression de tomber lorsqu'on téléphonait chez lui. Il s'était arrêté là dans ses investigations, mais moi, si je voulais mon boulot, il fallait que je continue. J'ai laissé passer la journée, j'en ai profité pour visiter la ville, et je me suis perdue 3 fois. Finalement, je suis rentrée en taxi, j'habite à l'hôtel Abella, tout près de l'aéroport. J'ai passé la soirée dans ma chambre à regarder les 92 chaînes de la télé câblée. J'ai essayé de rédiger un article sur la télévision américaine, mais je n'ai écrit qu'une dizaine de lignes, somme toute assez merdique. Ce matin, j'ai décidé de me rendre directement à l'appartement de Schuschein. Le taxi m'a déposé devant le 5 boulevard Last Prayer. Le chauffeur m'a prévenu que le quartier était surtout fréquenté par des dealers et des délinquants et m'a conseillé de faire gaffe à moi. Je l'ai remercié et lui ai filé 80 $, après quoi je me suis dit qu'il avait dû gonfler son prix un maximum vu que je n'étais pas du coin. L'immeuble ressemble au pire de nos HLM, en béton gris et fissuré, délavé par la pluie et la pollution. En France, personne n'aurait imaginé qu'un cinéaste respecté comme Schuschein pouvait vivre dans une telle crasse. Je suis entrée, le concierge m'a demandé mon nom et l'a noté sur un petit cahier. C'est pour la police qu'il m'a dit. Il a une quarantaine d'années, la carrure d'un videur de boîte. Il porte 3 anneaux à l'oreille gauche, un flingue dans sa poche, le crâne rasé. Il a une drôle de façon de s'exprimer, la bouche qui remonte du côté droit, genre débile léger, et il se gratte beaucoup. Le décalage entre le look et l'air mongolien m'a fait rire. J'ai pensé à ma concierge, à son tablier rose, à son balai et à ses potins d'escalier. Le mec a fermé à clé la porte d'entrée et m'a demandé, je devrais dire ordonné, de le suivre. Je l'ai suivi. Il a dit « Alors comme ça, vous venez voir Cain, hein? Vous êtes acteur ?» J'ai fait non de la tête. Il m'a dit « C'est au dernier étage, mais
On va d'abord s'arrêter au 8e, j'ai des trucs à apprendre dans mon atelier. Moi aussi, je fais l'artiste. En arrivant au 8e, il m'a demandé de l'aider à porter jusqu'au monte-charge quelques-uns des bustes en plâtre entassés dans la pièce unique. Comme je relevais les manches de ma chemise pour ne pas les salir, il s'est mis à rire. Il a actionné le monte-charge jusqu'au 13e et dernier étage où habite Shushine. Il m'a laissé seule sur le palier face à une porte blindée. Pas de sonnette. J'ai décidé de taper. Au bout de 10 minutes que je filais des coups de poing dans la porte, une fille est venue m'ouvrir. Elle était toute menue, perchée sur des plateformes shoes, moulée dans une robe rose très courte, outrageusement maquillée, l'air malade. Elle m'a dit bonjour avec une voix doucette d'enfant martyr. Quand elle m'a souri, j'ai pensé qu'elle ne devait pas avoir plus de 14 ans. Je lui ai dit que je voulais voir Kain Shushine. Elle m'a dit « Désolée, il n'est pas là ». Mais une grosse voix s'est mise à gueuler au fond de l'appartement en lui ordonnant de me laisser entrer. Elle a pris un air coupable et m'a laissé passer. Shushine a dit « Et n'oublie pas de refermer cette putain de porte !» Il y a 4 verrous sur la porte blindée. Elle a tous refermé les uns après les autres. Elle a aussi tiré le loquet sur les ordres de Shushine, toujours invisible. J'étais dans un couloir très étroit, juste une ampoule qui pendait au plafond pour éclairer. La fille m'a dit « Je m'appelle Pamela ». Elle m'a conduite dans ce qui m'a paru être la pièce principale. Les murs étaient peints en rouge sombre et la seule lumière était celle des écrans de télévision qui occupaient la pièce, une douzaine, et qui donnaient tous la même image, les yeux d'une femme, morte apparemment, des yeux noirs immobiles, vides. Quand je suis entrée dans la pièce, Shushine s'est levé. Il était allongé par terre et il a éteint les télés. Il a allumé une lampe halogène qui m'a éblouie. Sans me regarder, il m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai dit que je venais pour parler de son dernier film, que j'étais journaliste. « Vous êtes français ?» J'ai dit oui. « Vous avez 20 $? J'ai fouillé dans mes poches et je lui ai tendu 2 billets de 10. Il les a pris et les donnant à Pamela, « Va voir Carlos. » La fille a mis les billets dans son décolleté, elle est sortie et Shushine a gueulé « La porte, bordel !» Je pensais être seule avec lui, alors j'ai commencé à poser des questions à Shushine. Quel sens donner à la séquence finale de son dernier film? C'est ambigu, qu'il a dit. J'ai essayé plusieurs types de questions auxquelles il n'a répondu que par des grognements laconiques ou parfois pas du tout. Il se déplaçait de la cuisine à la chambre pour faire du café, changer de fringues, il était en pyjama quand je suis arrivée. Il m'a servi du café froid et j'ai fait semblant de boire. Je l'ai suivi dans l'appartement, sa chambre m'a frappée. On dirait une chambre d'hôpital. Un lit, une tringle où sont pendus quelques vêtements. La fenêtre est murée, comme toutes celles de l'appartement. Le sol est extrêmement sale. Des câbles partout des résidus de bouffe, des pots de yaourt, des pizzas cendrières en décomposition, des boîtes de bière renversées. J'ai retrouvé ce chaos ambiant dont parlait le journaliste, et qui m'avait déjà inquiété hier au téléphone. Mais Shushine n'était pas vraiment agressif, il était absent, pas disponible. Je me suis dit que je devais tomber un mauvais jour, mais j'avais quand même une chance inouïe d'être là, de visiter cet appartement si sordide fut-il. Une fille est sortie d'une chambre, fermée jusque-là. C'est à ce moment que je me suis aperçue que nous n'étions pas seuls. Elle a dit à Shushine « C'est fini, je m'en vais, à demain ». Elle ressemblait un peu à Pamela, mais en plus vieux. Shushine lui a roulé un palot visqueux avant qu'elle s'en aille. Elle a été dans le couloir et il a gueulé « Putain de porte !» Je cherchais d'où venait l'odeur insoutenable de l'appartement. Et puis je me suis dit que ça devait être la bouffe moisie mêlée au tabac. J'étais là depuis 1 heure à peine et Shushine avait fumé une quinzaine de clopes. J'ai profité qu'il allait aux chiottes pour prendre quelques photos du désordre. J'ai aussi voulu ouvrir la porte de la chambre d'où était sortie la nana, mais elle était fermée à clé. Shushine est revenue des chiottes et m'a dit « C'est l'heure où je me casse, vous êtes priés de vous casser avant moi ». Je lui ai serré la main et il m'a raccompagnée à la porte, qu'il a fermée derrière moi. J'ai attendu environ 2 heures dans le café d'en face, espérant le voir sortir, mais je n'ai rien vu que Pamela, qui revenait en claudiquant. Elle avait l'air désemparée. Je ne m'étais pas aperçue qu'elle boitait. Je suppose que Shushine est passé par derrière, à moins qu'il ne soit pas sorti du tout. Il a peut-être simplement voulu se débarrasser de moi. J'ai décidé d'y retourner demain. J'aimerais bien voir un bout du film en montage, ça ferait un bon scoop pour le journal.
J'ai assez mal dormi cette nuit. J'ai rêvé d'Annabella Neva, et je sais maintenant que c'est elle, l'actrice aux grands yeux vides sur l'écran. Je vais pouvoir faire une avant-première pour le journal en brodant un peu. Il faut que je retourne à l'appart, mais c'est la galère pour trouver un taxi bon marché. Finalement, j'ai pris le bus, et je me suis heurtée à cette faune bizarre qui fréquente le boulevard Last Prayer. Quand je suis arrivée, le concierge n'était pas là et j'ai pris seule le monte-charge. Pamela m'a ouvert la porte en pleurant. Elle l'a soigneusement refermée avant que Shushain ne commence à gueuler. La disposition du téléviseur avait changé, mais le désordre avait empiré. Shushain m'a regardé. « Encore toi, merdeux !» Mais il avait l'air plus calme que la veille. Pamela continuait à pleurer. Elle pleure parce qu'elle a ses règles. Elle n'a pas de serviette hygiénique, tu comprends. Et elle voudrait que moi, je l'accompagne pour en acheter. Sérieusement, tu me vois accompagner cette putain à la pharmacie du coin ? La raison pour laquelle Pamela ne pouvait pas sortir seule m'a échappé. « Toi, tu vas l'accompagner. T'as du fric ?» J'ai fait oui de la tête. Pamela m'a pris par la main et nous sommes sortis. Il a gueulé pour qu'elle verrouille la porte. Pamela m'a expliqué qu'un mec lui cherchait des noises dans le quartier et qu'elle avait peur de sortir, même avec moi. Elle est donc restée dans le hall de l'immeuble et je suis allée seule à la pharmacie, quand j'ai dû faire face au petit sourire du vendeur. Quand je suis revenue, elle était toujours là, assise dans le hall, elle pleurait. Elle s'est jetée à mon cou et elle a baissé sa culotte pour mettre une serviette. Elle avait les cuisses dégoulinantes de sang, j'ai voulu me retourner. Elle a essuyé ses larmes et elle m'a dit toute triste « J'ai taché ma robe ». C'était vrai. Je lui ai passé mon manteau pour qu'elle se couvre. Alors elle m'a embrassée pour me remercier d'un air vraiment reconnaissant. Nous sommes remontés au 13e étage. Shushain visionnait des rushs. Je suis restée avec lui. Il y avait une scène dans un bordel où Chris Ernst, un de mes acteurs favoris, se faisait une prostituée très jeune en lui hurlant qu'elle avait vendu son âme. J'ai passé près d'une heure à regarder les différentes prises de cette scène à côté de Shushain qui riait, content de lui. Pamela a ouvert la chambre fermée à clé et Shushain a soudain commencé à crier après elle. Il est devenu rouge et il lui a lancé toutes sortes d'objets à la figure. Elle a hurlé de peur, elle est sortie en courant de l'appartement en n'oubliant pas la porte. Par l'entrebâillement, il m'a semblé voir une femme allongée par terre dans la chambre. C'était la seule pièce éclairée. Shushain s'est empressé de la refermer. Il est allé dans sa chambre où il a téléphoné. J'ai senti qu'il valait mieux que je m'en aille. Je suis sortie et pour une fois, il n'a pas gueulé à propos de la porte. J'ai trouvé Pamela sur le palier, recroquevillée dans mon manteau comme un petit chat. Elle pleurait. J'ai essayé de la rassurer, mais elle a dit « C'est rien, je vais attendre une demi-heure et il aura oublié ». Je lui ai demandé depuis combien de temps elle vivait avec Cain. « Oh, on ne vit pas ensemble », qu'elle m'a répondu. « Il m'a proposé un rôle dans son prochain film, alors on travaille ». Je n'ai pas insisté. Je suis descendue et j'ai attendu au café pendant 2 heures avant de voir Shushain se pointer vers moi. Il portait des lunettes noires, il m'a dit « Viens, tu vas m'accompagner ». Je l'ai suivi dans sa bagnole, une vieille Mercedes grise cabossée. Il a roulé comme un fou, il insultait tout le monde. J'avais peur qu'un de ces mecs descende de sa caisse pour nous casser la gueule. Il buvait ses bières comme du petit lait, le pack posé sur les genoux, jetant par la fenêtre les canettes vides les unes après les autres. À un moment, il s'est tourné vers moi d'un air soupçonneux et il m'a dit « Tu m'espionnes, pas vrai ?» J'ai dit que non, que je voulais juste écrire un article. Il a mis l'autoradio en marche et quand on a annoncé la sortie en salle du dernier Scorsese, il a cogné l'engin avec son poing. La radio s'est immédiatement arrêtée. Il s'est ouvert la main. Il a garé la bagnole en double file devant l'hôtel Hassall. Il a sorti du coffre un poste de télé et m'a ordonné de l'accompagner. Nous sommes entrés dans l'hôtel. C'est tout aussi crasseux que son appartement, mais plus kitsch. Il y a des tentures de velours rouge, poussiéreuses. Les employés de l'hôtel ne connaissent que lui, le cinéaste. Il est monté à l'étage. Moi, je suis restée à la réception pour l'attendre. Le portier m'a fait la conversation. Il m'a dit que la femme de Shushain, Elena, qui jouait dans le film précédent, habite ici. La télé, c'était pour elle. En 10 minutes plantée à attendre dans le hall de l'hôtel, j'ai vu défiler plus de dingues que pendant toute ma vie. Un go-go dancer à cheveux verts qui a exécuté quelques pas de danse pour nous montrer. Un aveugle agressif avec son Doberman. Un vieillard déguisé en prêtre qui cherchait son homme. Une hystérique qui beuglait qu'on lui avait volé son marmot, etc.
Shushain est revenu et m'a taxé 20 $. Ça fait cher l'interview, j'ai pensé, mais il paraît que Claudia Schiffer prend 40 000. Il avait l'air apaisé, presque souriant. Il a dit qu'on allait chercher Samantha, ma monteuse, la fille que t'as vue hier. Je t'arrête devant l'immeuble, tu sonnes à la porte, tu dis que c'est Chris, tu viens chercher Samantha. J'ai voulu lui dire de le faire lui-même, mais il m'a interrompu. Tu sonnes, tu fais ce que je te dis, fais pas chier. Ce que j'ai fait, et la fille est descendue, qui n'avait pas l'air surprise de nous trouver. On est retourné à l'appartement. Pamela était là pour nous ouvrir la porte. Shushain et Samantha se sont enfermés dans la chambre. Je suis restée avec Pamela. Elle avait changé de fringue, elle portait un tailleur vert ultra court et des bottes. Je lui ai demandé de me rendre mon manteau, mais elle a baissé les yeux, elle n'a pas répondu. J'ai voulu allumer les télés pour regarder les rushs, mais elle s'est affolée, elle m'a dit « Non, non, on n'a pas le droit, il se mettrait en colère ». Comme j'insistais, il n'en saura rien. Elle s'est mise à pleurer, je l'ai laissée tomber. Quand je suis partie, elle m'a embrassée. J'ai mal dormi cette nuit. J'ai rêvé de Pamela. Elle se ruait sur moi et je me défendais, tout en ayant très envie de la baiser. Je sentais qu'il fallait que je la protège et en même temps, elle m'était interdite. Pamela est une gamine bandante. Elle paraît vulnérable au point d'en être dangereuse. Quand je me suis réveillée, je n'ai pas eu envie d'aller tout de suite à l'appartement. Il était tôt, Shushain devait sûrement dormir, encore que je commençais à me sentir gênée. J'ai décidé de retourner seule à l'hôtel Hassel pour rencontrer Elena. Peut-être qu'elle accepterait de me parler. Elena m'a reçue dans sa chambre. C'était le premier endroit vivable que je rencontrais dans cette ville. Ça sentait bon, il faisait chaud. Elena était belle comme ces belles brunes italiennes, mûres et décomplexées par l'expérience. Elle était souriante, détendue. Je lui ai posé quelques questions sur sa carrière, sur les films de Shushain, et puis nous en sommes venus à parler de sa vie. Pourquoi est-ce qu'elle habitait là plutôt qu'à l'appartement? Vous avez vu l'appartement? Qui peut vivre dans ces conditions? Quelqu'un de génial, bien sûr, mais il est invivable. En fait, l'hôtel ressemble beaucoup à l'appart, par les gens qu'on y croise et par sa mystérieuse odeur de froid. La chambre d'Elena semble très isolée. Je lui ai parlé de Pamela, de Samantha. Pamela est une pauvre fille que Cain a recueillie. Elle était sur le trottoir quand il l'a trouvée. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est très généreux. Samantha s'occupe du montage. Je ne l'aime pas, c'est une vraie junkie. Cain s'est remis à la dope ces derniers temps. C'est aussi pour ça que je suis partie. Cain ferait n'importe quoi pour le cinéma. Quand il se sent vide, pas inspiré, la drogue agit sur lui comme un remontant. Sur certains films, il ne faisait que mettre en scène ses hallucinations. Je lui ai parlé de la chambre fermée à clé. Allez savoir. Sûrement un entrepôt de décors. Un truc de cinéma, en tout cas. Il aime garder les choses secrètes pour mieux surprendre. Elle parlait de Shushain avec une grande admiration et une évidente lassitude. Elle m'a proposé un acide avant que je parte. J'ai refusé. J'ai quitté Elena. J'ai pris un taxi pour le boulevard de l'Esprayer. Le concierge m'a accueilli à bras ouverts. Je pense à cette expression française « on n'a pas élevé les cochons ensemble ». C'est Pamela qui m'ouvre la porte. Elle est toute calme, elle me dit que Cain n'est pas là, mais que ça vaut mieux pour moi, il en a marre de me voir traîner dans ses pattes. Pamela me dit qu'elle va se coucher, elle me demande si je veux faire l'amour, elle dit que sinon je ferais mieux de partir avant que Cain ne rentre. Elle va s'allonger, moi je reste dans la pièce des télés. J'attends qu'elle s'endorme pour fouiller dans les cartons. Il y a des dizaines de vidéos de rush. J'en regarde quelques-unes en avance rapide. J'ai envie d'aller voir dans la chambre interdite, toujours fermée. Je continue de mater les vidéos. Gros plan sur Annabella Neva, immobile, morte. Elle ne respire pas. En accéléré, les mouvements imperceptibles de la respiration ressortent généralement. Ici, il n'y en a pas. Je pense, elle fait bien la morte. Puis un truc dingue me passe par la tête. Elle est peut-être morte pour de bon. C'est la cassette numéro 21. Je mets la numéro 22. C'est le même plan, la même robe noire. Il y a des variations de focale. Il y a du sang autour du corps d'Annabella Neva, allongée sur un carrelage gris. Je passe toute la cassette en accéléré. Cassette numéro 23, même plan exactement. Le visage devient bleu, semble se décomposer. C'est peut-être du maquillage. Pamela sort de la chambre avant que j'aie eu le temps de retirer la cassette. Elle fond en larmes. Elle dit « Si Cain la prend, tu es mort et moi aussi. » Je crois vraiment que cette fille a peur. Elle me demande de partir, elle tremble. Je pars.
mais je n'aime pas la laisser seule. Je m'en vais. Toute la nuit, dans ma petite chambre confortable, je pense à cette fille. Elle sait sûrement ce qui se passe. Je n'arrive pas à croire qu'Annabella Neva soit morte. C'est pas possible. C'est un trucage. Pas possible autrement. J'ai envie d'appeler les flics. Et puis non, ça ne servirait à rien. Ils me prendraient pour un taré. Ils ne comprendraient pas mon accent français. Et Shushain saurait que ça vient de moi. Il faut que j'y retourne, demain. Mais j'ai peur de croiser Shushain. J'ai peur de sa colère. Peur aussi de mettre Pamela dans la merde. Donc, juste la dernière nouvelle, elle est très courte. Elle est issue d'un recueil qui s'appelle Le Crépuscule de Barbe Bleue. Et c'est un recueil qui comporte 11 nouvelles, 11 textes. Dans les 10 premières, il y a une femme qui meurt, et là je vais vous lire la dernière. Takže tato povídka je velice krátká a pochází ze sbírky Le Crépuscule de Barbe Bleue. Je to 11 povídek, v prvních 10 umírá jedna žena a já vám přečtu tu poslední, kde tomu tak není. Ça s'appelle Ma vengeance sera terrible. Jmenuje se Pomsta bude strašná. Ce matin au réveil, Florence a tué Mathieu de 2 balles dans le crâne qui ne lui ont même pas fait mal, le salaud, il dormait encore. Puis, Florence a posé un oreiller sur la tête de Mathieu, pas une tentative improbable de dissimulation du corps, non, seulement pour oublier le visage énervant de ce petit bourgeois mauvais baiseur et rasé de près qui n'en finissait pas de terminer ses études, et à son âge, 28 ans, ça commençait à bien faire. Florence a vidé les poches de la veste en tweed que Mathieu avait laissée sur la chaise la veille au soir, juste avant de se laver les dents et d'enfiler son pyjama. Dans les poches, elle a trouvé le portefeuille plein de billets généreusement donnés par papa et maman. Hier, c'était l'anniversaire de Mathieu. Florence a aussi pris l'écharpe et la Rolex au pied du lit, une imitation. Elle a entassé dans un sac de voyage quelques affaires, 3 ou 4 romans, des soutiens-gorge et des culottes en soie bleue, un collier de perles, du fond de teint, une brosse à cheveux, Florence les a très longs et très noirs, un épilateur électrique. Elle s'est habillée vite, n'a pas pris le temps de lasser ses souliers. Elle a claqué la porte derrière elle, un peu trop violemment pour une meurtrière. Elle a descendu les escaliers sans tomber. Quand les flics sont arrivés, 2 ou 3 jours après, une odeur pas catholique commençait déjà d'envahir l'appartement. Ils eurent beau farfouiller méticuleusement comme de coutume, ils ne trouvèrent rien de suspect dans le 2 pièces en désordre du pauvre Mathieu. Rien qu'une petite lettre laissée sur le secrétaire, écrite en noir sur papier bleu, avec des lettres bien rondes. Monsieur Echnoz, j'ai lu tous vos livres, je les ai relus souvent. Ils sont le seul élément excitant de ma vie. Pourquoi ne puis-je aller en Malaisie et repartir à zéro? Pourquoi ne suis-je ni grande ni blonde? Pourquoi n'ai-je pas une grosse poitrine? Pourquoi n'ai-je pas l'existence passionnante d'un de vos personnages? Pourquoi m'est-il impossible de vous rencontrer, de vous croiser dans la rue? J'ai lu vos interviews dans les journaux, je vous ai vu à la télévision. Vous m'avez fait rêver. Je ne rencontre jamais de gens aussi intelligents que vous, aussi cultivés que vous, aussi intéressants. Mon petit ami ne sait même pas qui vous êtes. Il ne connaît pas non plus Chandler ni Pirandello. Il dit aréoport et inoptisé. Merci pour votre lecture. Děkuji za vaši četbu a nyní je prostor pro vaše otázky na autorku. Bonsoir.
tady máme na festivalu jako jednu tradiční otázku, že sice jste už 2 roky v Praze, takže už jste asi slyšela, že něco takového jako Morava neexistuje, a my tady taky nejsme, takže tady vlastně úplně prázdný sál, možná tady máte paní slečnu tlumočnici. A já bych se přesto zeptal, jako po těch 2 letech, teda v tom hlavním městě, tak na ten váš vztah k moravskému národu byste nám taky něco v tom mohla říct. Děkuji. Bonsoir, je pense que vous avez déjà entendu de la question classique de ce festival. Je voudrais bien vous demander votre avis sur le peuple morave, parce que vous vivez déjà 2 ans à Prague, donc vous devez avoir un avis sur les rapports entre les Tchèques et les Moraves. Oui, je sais que cette question est le running gag de ce festival. Je sais très peu de choses des Moraves. Je sais qu'ils font du bon vin et qu'ils articulent mieux que les Pragois. Ano, vím o této otázce a očekávala jsem ji. A musím říct, že vím o Moravanech velice málo. Vím pouze to, že dělají výborné víno a že artikulují lépe než Pražané. Je voudrais vous demander, êtes-vous pour l'indépendance de la Moravie? A chtěla bych se vás zeptat, jestli vy jste pro nezávislost Moravy? L'Empire austro-hongrois était aussi bien. Même les provinces de Linz étaient intéressantes, mais c'est pour une explication plus longue. Effectivement. Ano, chápu. Tak můžete se ptát dál, ale chápu, že je tady úplně neuvěřitelné vedro a to čtení bylo moc příjemné. Takže možná ta diskuse by mohla pokračovat dole v hospodě. Paní Ležen, francouzsky, tak nemusím to říct správně, tady určitě nějakou chvíli ještě vydrží, tak jestli souhlasíte, tak bych poděkoval vám i autorce za příjemný večer.